go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 43e épisode du Faceful Podcast. Un épisode encore de preview, entre guillemets, de la saison, où on va parler de nos hot takes, nos avis un petit peu osés, on va dire, sur la saison des 49ers. On va également parler évidemment de l'actu chaude, c'est le trade de Trey Lance du côté de Dallas. Et on va également un peu parler du calendrier, sans rentrer dans les détails match par match, mais un peu notre pronostic sur notre bilan à venir sur la fin de saison. Pour m'accompagner dans ce podcast, Olivier, Loïc et Kevin. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Bon, j'en ai un petit peu parlé, je pense que tous les fans de 49ers l'ont vu, je pense que tous les fans de NFL l'ont vu. Le gros blockbuster trade, le départ de Trey Lance qui avait été annoncé officiellement par Kyle Shanahan, QB3, et donc Sam Darnold qui lui avait pris sa place de QB2, comme l'avait annoncé Olivier depuis à peu près 7 ans. Et du coup, comme réaction, comme il avait encore un petit peu de valeur, on a décidé de le transférer et c'était apparemment également sa demande. Du coup, il part chez les Cowboys contre un choix de 4e tour. Olivier, donc tu avais déjà annoncé à plusieurs reprises que Sam Darnold passerait devant Trey Lance. T'en as pensé quoi de ce trade? Est-ce que tu es surpris de ce départ de Trey Lance? Surpris, non, mais c'est le monde actuel. On a vu passer, je pense, tous autant que nous sommes, 1 million de photos, vidéos où il y a marqué Alex Smith, on lui a laissé 5 ans, et Trey Lance, on lui a laissé 5 matchs. Voilà, ça va tellement vite en NFL, et surtout que nous comme ça s'est passé avec l'avènement de Brock Purdy, plus que je pensais moi, Sam Darnold avec un vrai coaching staff, capacité à prouver qu'il a du talent, on ne peut pas se permettre, à San Francisco, on ne peut pas se permettre de garder Trey Lance pour le faire jouer troisième quarterback. C'est un constat d'échec, mais cet échec, il est à relativiser, étant donné que malgré tout ce qu'on a perdu, soi-disant tour de draft, on a quand même fait 2 finales de conférence d'affilée et on part encore pour être favori, dans les favoris dans notre conférence. Ouais, je suis d'accord avec toi, notamment sur le fait que oui, on profite bien de l'avènement de Brock Purdy, et c'est ça où je trouve par contre il y a une comparaison qui est un petit peu foireuse quand les gens comparent avec Alex Smith. C'est que Alex Smith, on lui a laissé 5 ans certes et seulement 4 matchs à Trey Lance, mais en même temps Alex Smith, tous les mecs qui ont été essayés, ils étaient nuls à chier, quoi. Donc pour le coup, je pense que la comparaison est quand même pas la même. Alex Smith était dans une époque où San Francisco puait la merde. Alex Smith était dans une époque où on n'était pas compétitif et où les mecs qui ont été essayés à la place n'ont pas été bons. Là, on est dans une équipe extrêmement compétitive. Brock Purdy a réussi. On n'a pas le temps, en fait. Comme tu l'as dit, on n'a pas le temps d'essayer, en fait. S'il y a un truc qui marche, on y va. Kevin, ton avis? Le choix entre guillemets, j'ai du mal à le justifier aujourd'hui. Le choix de le sélectionner, je veux dire, j'ai du mal à le justifier aujourd'hui parce que à cette époque-là, on a déjà un effectif qui est prêt à gagner et on va chercher un quarterback qui est complètement à modeler, à façonner, à faire progresser. Et on n'avait pas le temps. Je veux dire, il fallait sélectionner un équivalent d'un Joe Burrow, d'un Lawrence, d'un gars comme ça qui pouvait arriver et performer assez vite ou au moins en 1 an. Lui, c'était pas le cas du tout. Et en plus, le physique n'a pas suivi. Il a pu jouer que 5 matchs. Arrivé à ce moment-là, c'était la seule option possible. Mais moi, ma question, c'est pourquoi avoir lâché autant de premiers tours en sachant qu'on allait se retrouver avec un quarterback qu'il allait falloir développer sur 2 ans, 3 ans, et ne pas avoir ce temps-là finalement, parce que 2 ans, 3 ans, c'est la fenêtre qu'on a pour gagner un titre. Donc, c'est ça mon interrogation. Après, on récupère un 4e tour. C'est presque correct au vu de ce qui a été fait sur les 2 dernières années. Mais je m'interroge vraiment sur le move qui est catastrophique, quoi. Loïc? Moi, je suis complètement d'accord avec Kevin là-dessus. C'est un des plus mauvais moves de draft, je pense, de l'histoire de la draft de la NFL. Et comme Kevin, je pense je comprends pas, j'ai jamais compris en fait, même si j'ai soutenu longtemps qu'il fallait faire jouer Trey Lance parce que je voulais qu'on change de quarterback, je n'ai jamais compris qu'on allait chercher un quarterback, alors qu'on avait le choix, qu'on allait chercher un quarterback qui était aussi peu prêt. Même Mac Jones, que je n'aimais pas et que la plupart des gens dans la fanbase n'aimaient pas, semblait beaucoup plus pro-ready, que Trey Lance. Et donc j'aurais beaucoup mieux compris ce choix-là, surtout également au vu du playbook de Shanahan. Donc j'ai jamais vraiment compris ce pick. Et au final, la suite s'est avérée relativement désastreuse. Mais je suis content
Une première réaction quand j'ai vu que Trey Lance était tradé, c'est que j'étais content que le front office et le coaching staff soient droits dans leurs bottes et ne se disent pas on a investi 3 premiers tours sur Trey Lance, donc il faut le garder à tout prix. Non, on ne doit pas faire jouer les gars en fonction de ça. On doit faire jouer les gars qui sont les meilleurs possibles parce que notre objectif c'est le titre. Et donc oui, ça fait mal au cul et oui, tout le monde se fout de notre duel dans les autres fanbases. En attendant, c'est nous qui allons jouer le titre la saison prochaine et pas eux. Donc moi je suis content qu'on reste focalisé sur l'objectif et qu'on mette sur le terrain ceux qui doivent y être. C'est-à-dire les meilleurs. C'est le pire move de l'histoire. Ouais, on va se calmer doucement quand même. L'un des. Voilà, on a mis beaucoup d'argent dessus, on a mis beaucoup de tours de draft, ok, mais quand on voit comment ça sort, on n'est pas dans une position catastrophique. Ensuite, que les autres fanbases se foutent de notre gueule, personnellement, ça me pleut devant, ça me pleut derrière. Et par rapport à ce qu'on disait par rapport à Alex Smith aussi, pour faire une comparaison, pour finir là-dessus, il faut voir aussi que Alex Smith n'était pas coaché par Kyle Shanahan non plus. Voilà, donc tous ces éléments mis bout à bout font que c'est ok, ça y est, c'est fait, c'est passé. Et la pilule elle est encore plus facile à digérer, je trouve, à l'heure actuelle, quand on sait l'équipe qu'on a et ce qu'on va pouvoir faire encore cette année. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop négatif non plus. Je suis d'accord. Quand je disais que c'était l'un des pires moves de l'histoire, c'est en regardant évidemment que le move. Mais je suis d'accord que moi je reste optimiste pour la saison prochaine et qu'on n'est pas dans une mauvaise situation malgré ça, quoi. Mais Non, on aurait été dans une encore meilleure situation si on n'avait pas fait ce move, parce que Brock Purdy, on va le chercher pareil, de toutes les façons, on va le chercher au 7e tour. Ce move-là ne nous empêche pas d'aller le chercher si on le fait pas. Sauf que derrière, on a 3 premiers tours de draft où on peut aller chercher d'autres joueurs encore et renforcer encore plus cette équipe. Et là-dessus, c'est catastrophique, parce qu'aujourd'hui, on se dit oui, on a l'effectif pour gagner, et tant mieux, tout le monde est content, c'est génial. Sauf que dans 2 ans, on aura peut-être une autre lecture en se disant, si on avait ces 3 premiers tours, ça aurait été autre chose, et puis on aurait encore un effectif plus fort pour encore plus longtemps. C'est là-dessus, moi, que j'ai beaucoup de regrets, et que je suis Loïc sur le fait que c'est un des pires moves de la draft de l'histoire pour moi. Ah oui, non, je suis d'accord avec vous, le choix dans l'ensemble, il est quand même complètement raté. Après, ouais, je rejoins un peu tous vos avis dans le sens où le move est raté, on s'en sort bien, mais on s'en sort bien indépendamment de ce move. Ce move restera catastrophique, quel que soit le retour qu'on ait, parce que toute notre réussite ne découle en rien de ce move, il découle d'un ensemble très bien construit par Shanahan et par... par John Lynch. Après, est-ce qu'on va s'en mordre les doigts plus tard de ce move? Aujourd'hui, on s'en mord les doigts parce qu'on a lâché beaucoup. Est-ce qu'on s'en mord les doigts plus tard, dans 2 ans peut-être? Mais par contre, si à la fin de la saison on est champion, on n'en aura plus rien à foutre en fait. Donc dans l'idée, ouais, le move est raté. Je suis déçu parce que non seulement moi je le soutenais un peu comme Loïc, mais je pense que foncièrement Trey Lance a l'air aussi d'être un bon gars. Donc c'est malheureux, c'est pas de chance, mais en même temps c'est du sport professionnel, du sport de très haut niveau et c'est le meilleur qui joue, point final. Et puis juste un petit point par rapport au on dit les premiers tours, mais on peut aussi se tromper sur nos premiers tours de draft. Donc voilà, là on est vraiment dans un état d'esprit de se dire et si on avait eu ces 3 tours-là, et si et pas si, c'est facile de refaire la draft après quand on a vu les joueurs, comme les gars qui me disent oh là là, Justin Fields, on aurait dû le prendre. Mais bon. Avec des si, on refait le monde. Je rappelle que devant nous, il y a quand même Zach Wilson qui a été drafté et que lui, il joue plus du tout. Donc voilà. Fields, le 3 quarts de la franchise le voulait. Fields, le 3 quarts de la fanbase le voulait pour le coup. Oui, bien sûr. Ouais, après, c'est comme tu dis, c'est le jeu de la draft, Olivier. Après, on a quand même... Oui, on peut se louper sur des premiers tours. Hein. Salut à toi, Solomon Thomas. Mais t'as quand même une marge d'erreur qui est quand même beaucoup moins importante, on va dire, sur des premiers tours que sur des coups de chance ou de pif que tu peux avoir à la fin, qu'on a eu. Bravo à Lynch et Shanahan et à tous les scouts. Mais t'as quand même une marge d'erreur moins importante sur le premier tour. Et par contre, quand tu te loupes, ça se voit beaucoup plus. Exactement. On va passer à la suite, on va passer au calendrier. Je vais le refaire vite fait, on va pas revenir sur chaque match, juste le refaire vite fait. Semaine 1, on va à Pittsburgh. Semaine 2, à Los Angeles chez les Rams. Semaine 3, on reçoit les Giants. Semaine 4, on reçoit les Cardinals. Semaine 5, les Cowboys. Semaine 6, on va à Cleveland. Semaine 7, chez les Vikings. Semaine 8, on reçoit les Bengals. Semaine 9, notre bye week.
Moi, personnellement, juste pour revenir là-dessus, bye week en semaine 9, je trouve que c'est la meilleure chose possible, en plein milieu. Semaine 10, on va à Jacksonville. Semaine 11, on reçoit les Buccaneers. Semaine 12, on va à Seattle. Semaine 13, à Philadelphie. Semaine 14, on reçoit les Seahawks. Semaine 15, on va chez les Cardinals. Semaine 16, on reçoit les Ravens. Semaine 17, on va à Washington. Et semaine 18, la dernière semaine de la saison, nous recevons les Los Angeles Rams. Loïc, sans revenir sur chaque match indépendamment, tu nous vois avoir quoi comme bilan à la fin de la saison? Moi, je nous vois avec un 13-4, comme l'année passée, mais avec des défaites un peu plus réparties sur l'ensemble de la saison. Je pense pas qu'on fera comme les 2 saisons dernières, avec des débuts de saison lents et des fins de saison boulet de canon. Je pense que ce sera un peu plus régulier. Donc 13-4, ça me paraît bien. Kevin? J'ai hésité un petit peu. Le 13-4 me tentait bien, mais je vais être un peu plus optimiste et j'allais sur un 14-3 de mon côté. Je vois finalement peu d'équipes sur la saison qui sont capables de nous embêter sur le calendrier que tu as cité. Les Bengals, peut-être les Vikings, les Eagles, éventuellement les Ravens. Les Cowboys, je pense pas. Les Ravens, peut-être s'il en reste quelque chose à la fin de la saison, mais quand tu as Lamar Jackson ou Odell Beckham dans ton équipe, ça se peut qu'en fin de saison, il n'y ait plus rien. Donc, j'irai sur un 14-3 de mon côté. Olivier? Moi, je suis à peu près sur le même constat que Kevin. Ça serait du 4. Moi, je suis entre le 15-2 et le 14-3. Je vois pas beaucoup d'équipes plus fortes que nous, véritablement. Mais moi, 14-3 parce que je pense qu'on va perdre contre Pittsburgh, parce que c'est pour qu'on commence bien la saison. Sinon, c'est pas drôle. Et sinon, après, pour le reste de la saison, si on fait 3 défaites dans la saison, ça serait une saison réussie pour moi. Ok, moi je vais être plutôt comme Loïc sur un 13-4. J'avais même envisagé potentiellement un 12-5 parce que des défaites à la con ça arrive, parce qu'une défaite, désolé Olivier, mais une défaite chez les Seahawks c'est pas non possible qui existe. Je crois que j'ai coupé. Oui. Où ça? Désolé Olivier, mais machin. Oui, désolé Olivier, mais une défaite contre les Seahawks, ça peut arriver. Il y a les Bengals, il y a les Eagles, il y a des matchs un peu à la con aussi à l'extérieur qui peuvent être un peu chiants. T'en as parlé, Kevin, chez les Vikings, ça peut être relou, chez les Steelers, ça peut être relou. Aller chez les Jaguars, c'est pas une partie de plaisir non plus. Aller à Washington sur leur vieux tas de boue en toute fin de saison, en plein décembre, sachant que déjà en septembre, le terrain c'est un champ de patates, ça peut être casse-couille aussi. Donc voilà, il y a quelques matchs qui peuvent être un petit peu chiants. On est quand même assez friand à San Francisco de la défaite chaque saison contre une grosse équipe de merde. On l'a fait l'année dernière contre les Falcons. Voilà, c'est le genre de truc qui peut arriver dans une saison. Et les Bears. Ouais, voilà. On perd que contre les équipes de merde. C'est ça, exactement. C'est pour ça, donc dans l'idée, en fait, 13-4 me semble bien. 14-3, putain, si on finit en 14-3, on va avoir une cible sur le dos. On aura une cible sur le dos, quoi qu'il en soit, mais on aura une cible énorme sur le dos en 14-3, je pense. Après, l'avantage d'un 14-3, moi je suis pour, les gars. De toute façon, même un 15-2, si ça peut nous permettre d'avoir une semaine de repos et l'avantage du terrain sur les playoffs, let's go, quoi. Mais je nous vois en 13-4. C'est ça. En fait, je pense que Olivier et Kevin ils sont un peu plus sur le nombre de matchs où on est favori. Et là, effectivement, c'est 15 ou 16. Sauf qu'en NFL, on sait que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il suffit pas d'être favori et t'en lâches forcément quelques-uns sur la saison où t'es meilleur, mais tu joues mal ce jour-là, où le quarterback adverse est fort, quoi. Ouais, absolument. Mais après c'est mon calcul il a été fait comme ça. Je vois 2 défaites dans la saison, plus la défaite à la con contre Pittsburgh en début d'année, et c'est pour ça que je suis sur du 14-3. Mais ce que tu dis, Loïc, c'est très très logique. Et même quand tu disais l'année dernière, on a perdu contre des équipes de merde, quand tu vois le calendrier qu'on a cette année, il n'y a quasiment pas d'équipe de merde. Donc, hormis les Cardinals. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va quand même. Et les Buccaneers. Ce qui se fait probablement de pire en NFL, les Cardinals. 2 fois. Donc ouais, mais ça après c'est toujours pareil. Moi je pense que la saison elle sera réussie de toute façon si on dépasse les 12 victoires, et si on arrive à 14, c'est vraiment excellent. Ouais, parce que quand tu regardes, tu fais 2 fois les Rams, tu fais 2 fois les Cardinals, tu fais les Buccaneers, tu fais les Commanders. Il y a quand même de l'équipe très 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 largement battable. De toute façon, quand notre objectif c'est le titre, évidemment qu'il n'y a que des équipes qui sont normalement très largement battables. Si tu regardes ton calendrier et que la moitié des matchs t'es pas sûr de les gagner, vise pas le titre, mon gars.
vise juste la qualif en playoff. Nous, l'objectif de San Francisco, il est clair, c'est le Super Bowl. Je pense que le strict minimum pour nous, ce serait de faire au moins comme l'année dernière, pas forcément nombre de victoires, mais en position, c'est-à-dire de faire au moins, au strict minimum, les 2 premiers matchs de playoff à domicile. Et espérons une finale de conf à domicile, mais au minimum les 2 premiers matchs à domicile comme on l'a fait l'année dernière. Espérons une finale de conférence avec un quarterback qui a ses 2 épaules, ça serait aussi une bonne Ça serait super, Un quarterback tout court déjà. Oui, qu'on soit pas obligé de sortir le remplaçant de Brendan Allen en finale de conf. Josh Johnson, es-tu revenu? Non. Je crois que Josh Johnson est encore dans l'effectif des Ravens à l'heure où on se parle. Ouais. Parce que les Ravens, pour le coup, niveau blessure, ils sont quand même bien placés. Donc, à mon avis, ils doivent avoir genre 8 quarterbacks dans leur effectif. Mais par contre, juste un truc, Olivier. Non, s'il te plaît, on perd pas contre les Steelers en premier match. Si on part à 0-1, tout le monde va essayer va nous casser les couilles. Ça va être... Ouais, mais c'est pas grave. Regarde l'année dernière, les mecs des Bears, ils ont fait les malins. Ouais, non, après, les mecs des Bears, je leur en veux pas. Le premier choix de la draft, c'est Guignol. Donc, les Bears, je leur en veux pas dans le sens où eux, ils s'attendaient à avoir une saison dégueulasse et ils ont battu un des favoris. Donc, à la limite, les Bears, je leur en veux pas. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, 13-4, 15-2, 12-5, 14-3, on verra bien. L'important, c'est de finir haut en playoff et d'aller loin. On va passer désormais au Tex, le moment préféré de Kevin, et je pense le moment quand même bien apprécié par tout le monde. J'ai envie de commencer du coup évidemment par Kevin. Kevin, on va en faire une chacun un peu pêle-mêle. Kevin, dis-nous ta première hot take sur la saison 2023 de San Francisco. Ok, bon, je commence par ma plus forte. Il concerne Christian McCaffrey, que je vois MVP de la NFL cette saison. Joli. Elle est forte celle-là. Elle est forte. Après c'est une hot take, c'est une hot take. Et putain, McCaffrey MVP. McCaffrey MVP, je le vois dominer à la course, à la réception. Une quinzaine de touchdowns dans la saison. Grosse saison. Il va se blesser en week 2, on va rien comprendre. Ça se peut très bien. Putain, ça te ferait grave, mais parle pas de malheur. Olivier. Jordan Mason a plus des milliards. Waouh, mais ça veut dire que McCaffrey il est blessé, ça. Pourquoi? Mais parce que milliard pour un running back remplaçant, ça n'existe pas. Pourquoi? Mais parce que personne, jamais, il aura pas assez de répétitions. C'est pas le principe de ton jeu à la con, là? Mais si Christian McCaffrey se pète week 2, ça se peut. Ah, si voilà. Christian McCaffrey se pète week 2, c'est grave possible. Presque, j'adore Jordan Mason, mais presque j'ai envie de te dire non. J'ai pas envie que ça arrive parce que ce serait inquiétant sur McCaffrey. Je m'en fous, c'est la mienne. Ok, bah écoute. D'ailleurs, il a fait un super match le dernier match de pré-saison. J'ai retrouvé mon Jordan Mason comme je l'aime. Oui, derrière son fumble absolument dégueulasse. Oui, mais après tout ce qu'il a fait, c'était vachement bien. Loïc? Moi, je pense que Deebo Samuel va nous faire une saison dans les traces de celle qu'il a fait en 2021. Ou en tout cas beaucoup plus proche de ce qu'il a fait en 2021 que ce qu'il a fait en 2022. Et j'espère 2 milliards en réception plus course. Et que ce sera lui notre receveur 1. Ça, je l'espère pas, mais je pense que ce sera lui notre receveur 1 la saison prochaine. Moi, j'ai un truc qui rejoint un petit peu le truc de Kevin sur McCaffrey. J'ai Christian McCaffrey en 1000 et 1000. Milliards de réceptions, milliards à la course. Ce qui pourrait potentiellement, dans une équipe gagnante, le rapprocher d'un titre de MVP, très honnêtement. La seule, il l'a fait une fois, mais il jouait chez les Panthers, donc évidemment, t'es pas MVP quand tu joues à Carolina. Kevin, ton deuxième? Ma deuxième concerne Nick Bosa. Bon, c'est conditionnel à ce qu'il signe son contrat finalement, parce que c'est toujours pas fait à l'heure où on se parle. Mais Nick Bosa va battre le record de sacs sur une saison de Michael Strahan. Qui est de 22,5, c'est ça? Je crois que c'est 22,5, ouais. Waouh. C'est beaucoup? Il y a moyen. L'année passée, il n'était pas si loin. Non, ouais, c'est ça. Mais après, putain, on l'espère. Hein. Il va falloir qu'il joue tous les matchs et qu'il ait une bonne moyenne, mais pourquoi pas. L'année dernière, il finit à 18,5. Je crois qu'il ralentit un peu à la fin parce que les 3 derniers matchs, on s'en foutait un peu. On avait vachement fait tourner les 3 derniers matchs. Ouais. Et puis cette année, il y a quand même Javon Hargrave sur qui les défenses vont devoir se concentrer un peu parce qu'il avait beaucoup de sacs l'année dernière à Philadelphie aussi, donc ça peut ouvrir des portes à Bosa. Ou c'est à l'inverse, ils vont garder Bosa et puis ça va ouvrir des portes à Hargrave. Mais... Olivier? Drake Jackson a 10 sacs. Elle est bien celle-là, elle est bien. Ah oui. Elle est bien celle-là, je l'aime beaucoup celle-là. Pour une fois que j'ai travaillé quelque chose. Loïc? Eh ben moi, j'allais aussi y aller sur des sacs, mais je vais faire quasiment l'inverse de Olivier.
Je vais annoncer Clelin Ferrell à 10 sacs. Et pourquoi pas les deux? Les deux, ça va être compliqué, je pense. Parce Oui. que 40 sacs par un defensive end, enfin pas 40, mais ça c'est s'il y a celle de Kevin aussi. Les deux, ça va être compliqué, je pense, parce qu'ils sont tous les deux côtés opposés à Boza qui va jouer tous les snaps. Mais moi, je le sens bien pour Clelin Ferrell. Et je sais pas, Drake Jackson, on verra. J'espère que ce sera lui qui explosera, parce que lui, on l'a sous contrat rookie et pas sous contrat court. Mais je vais plutôt y aller avec Clelin Ferrell, moi. Ok. Bah, moi, ma suivante, j'ai tout simplement Brock Purdy au Pro Bowl. Brock Purdy au Pro Bowl pour la simple et bonne raison que tous les meilleurs quarterbacks de NFL sont en AFC et qu'il y a une petite place au soleil à se faire en NFC. Bien vu. Kevin? Toujours sur le même thème du Pro Bowl et sur un thème que j'avais déjà utilisé l'année dernière, Colton McKivitz au Pro Bowl. Waouh, putain, là. Chaque année, il nous annonce un lineman offensif random. Mais chaque année, Kyle Shanahan me sort un lineman offensif random titulaire. Donc, je C'est l'utilise. vrai. C'est vrai. Ah putain, mais de là arriver au Pro Bowl parce qu'il est quand même sur un poste où dans la ligue, enfin le meilleur tackle droit de NFL, il est en NFC. Hein. Oui, mais il est aussi sur un poste où il n'y a pas grand-chose en NFL en soi. C'est pas un poste ultra dense en NFL. Olivier. Fred Warner, défenseur de l'année. Oh. Allez. Un linebacker, c'est ça. quand la dernière fois que c'est arrivé pour un linebacker? Waouh, je vais aller chercher Inside ça. linebacker. Ça doit dater. Puis il va falloir qu'il se mette à faire des stats parce que c'est pas un gars qui fait des stats. C'est un gars qui fait une grosse impression visuellement, mais en termes de chiffres. Après, de plus en plus, il commence à se faire vraiment apprécier dans la ligue à sa position. Quand même. Ouais. Le dernier middle linebacker à avoir été défenseur de l'année, c'est Luke Kuechly en 2013. Donc ça fait 10 ans. Loïc? Je vais y aller avec George Kittle, meilleur marqueur de touchdown, réception plus course. Non, à la réception, pardon. Juste à la réception? Ouais. Oui, bah, c'est pas le truc le plus choquant de la Terre, hein. C'est quand même un finisseur. Moi, j'en ai une petite sur un de nos rookies. Jair Brown termine la saison comme titulaire. Pardon. Pas impossible. Pardon. Jair Brown, mais Tashon Gibson. À quel poste? Tashon Gibson. Il vient de le jouer dire. free. Sean Gibson. Je le mets en free, ouais. Oui, il peut. Je pense que de toute façon, le projet, c'est de le faire développer en free. Tu prends pas pour le faire développer en strong, t'as Hufanga pour les années à venir. Le projet, c'est d'en faire un free. Hein. Ouais, mais il a l'air d'avoir les mêmes forces que Hufanga. Ouais, mais tu peux en faire un free cogneur. Dans l'idée, si tu veux blitzer à mort et surprendre l'adversaire, t'as 2 mecs qui arrêtent comme des bombes. Olivier, il va prendre son pied. Olivier va voir des mecs arriver comme des bourrins, il va trop kiffer. Bah, c'est le football. Kevin? 3 interceptions ou plus dans la saison régulière pour Monsieur Ambry Thomas. Oh ouais. Ah oui. Ah bien. Voilà. Olivier, t'en penses quoi de celle-là? Moi, on est en train de me dire qu'il risque d'être titulaire, Ambry Thomas, donc c'est bon. Moi, ça sera super. Non, mais il va être dans la rotation plus que l'année dernière, je pense. Eh ben ouais, ça va être super pour les podcasts. Plus que l'année dernière, en même temps, c'est difficile de faire moins que l'année dernière, il a pas joué. Voilà. C'est pour ça. Je pourrais te ressortir toutes mes vieilles histoires sur Ambry Thomas, je vais pouvoir me régaler. Ah bah tu vas te faire bien, ouais, c'est clair. J'ai pas le choix. Olivier? Alors, moi, je dis Brandon Ayuk au Pro Bowl. Loïc? Elijah Mitchell ne dépasse pas les 200 yards. Ne dépasse pas les 2 matchs non plus. Oui, c'est surtout ça. Ça va te perdre. Il va faire 3 matchs à plus de 75 yards de fou, puis il va se péter, et puis on n'en parle plus. Moi, j'ai Ronnie Bell. Ronnie Bell devient receveur 3,5. Ronnie Bell partage la tâche de receveur 3 avec Jawan Jennings. Pas impossible. Ouais. Moi, je suis Elliott. Ça se tient. Ok. Il corrige sérieusement ses problèmes de drop, par contre. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Oui, après, ça reste un très jeune joueur, donc je pense que Ouais. dans l'idée, c'est un truc qui se travaille plus facilement que d'autres choses. C'est un truc, éviter les drops, ça se travaille plus facilement que acheter des mains à Danny Gray, quoi. Je sais pas s'il vous en reste beaucoup, les gars. Moi, ça va être ma dernière. Brandon Ayuk dépasse les 1300 yards à la réception cette année. Bah, ça va un peu de pair avec ce que disait Olivier dans l'idée. Hein.
Olivier? Ça ressemble. Shannon, coach de l'année. Ouais, ça, c'est plausible, hein. Ça, c'est plausible Attends, de Fred fou. Warner, Deepoy et Shanahan, coach de l'année. Ouais. Genre, c'est pas un truc qui donne par deux en Bah, général. non, mais de toute façon, mec, dans l'ensemble de tout ce qu'on a annoncé, on a 3 mecs à plus de milliards à la réception, Ouais. 45 Mais là, c'est lui qui a sacs lancé et deux, demi mais- par nos defensive end. Tout ne se réalisera pas, messieurs. C'est vrai. Loïc, t'en as une autre? C'est la dernière saison de Trent Williams à San Francisco. En NFL, en fait. Ouais, fait mal. Ce n'est évidemment pas mon choix, ma préférence, mais Mais pourquoi tu dis Vu des choses l'âge. comme ça, toi? Mec, tu viens une fois toutes les 60 émissions pour nous dire que les joueurs ils vont se blesser ou ils vont partir à la retraite. Oh, mais sans déconner, le Belge, ça va pas là. il faut quelqu'un de réaliste un peu dans ce podcast. Ok, Non, mais réaliste. ça, c'est plus du réalisme, c'est du pessimisme, ça, monsieur. Moi, j'en ai plus vraiment de trucs. J'en aurais bien placé une pour Jason Verrett, mais ça paraît un petit peu incertain cette année quand même. Ça serait un petit peu trop. Je pense que c'est un peu ma marotte comme celle de comme Ambry Thomas avec Olivier. Je reparlerai de Jason Verrett de temps en temps. Il va se faire un genou en jardinant si tu veux, mais je vois que ça. Ah, c'est Il pas est même impossible. pas dans l'équipe, les gars. Jason Verrett? Ouais, mais Ouais. attends, mais il est agent libre. Il Ah est ouais. plus nulle part, pauvre gars. Et il est plus Laisse-le nulle part, mais tranquille. il est agent libre, du coup. Tu lui souhaites du mal ou quoi? Laisse-le tranquille. Si c'est tout pour vous, on peut passer à la suite. Nouvelle séquence dans le Face Food Podcast qu'on fera, je pense, régulièrement, voire chaque semaine, les questions des auditeurs. Voilà, vous avez pu nous poser sur Facebook et sur Twitter plusieurs questions. On va en parler, je vais en regrouper quelques-unes. La première, je vais la poser à Kevin. C'est 3 questions dans l'ensemble sur le poste de kicker. On a Steven, Arnaud et Vincent sur Facebook qui nous ont demandé est-ce qu'on doit s'inquiéter pour notre kicker cette saison? Pourquoi ne pas faire re-signer Robbie Gould? Et est-ce qu'on est en fait dans le rouge en fait à ce poste-là? Doit-on s'inquiéter? Je suis un peu incertain physiquement un petit peu parce que Jake Moody a pas l'air dans la meilleure forme physique qui soit et il traîne une blessure. On sait pas trop qu'est-ce qu'il va devenir. Il y a 2 kickers un peu inconnus au bataillon qui sont à l'essai en ce moment. Moi aussi, comme tout le monde, je pense, j'ai pensé à Robbie Gould, mais est-ce qu'il veut revenir à San Francisco alors que l'histoire c'est fini? On sait pas vraiment comment. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient du club? Mais est-ce qu'il veut revenir? Je suis pas certain. Sinon, je pense qu'il serait déjà revenu. Mais après, pourquoi aller essayer aussi des inconnus alors qu'il y a encore quelques kickers qui ont un passé en NFL? Mais si Jake Moody est en forme, je m'inquiète pas encore. Oui, il a fait quelques erreurs en pré-saison, mais je pense qu'il va progresser. Je pense que le staff sait ce qu'il fait avec lui. Donc, je dirais, faut-il s'inquiéter? Non, s'il est en forme. Quelque chose à rajouter, les gars? Mais sinon, il n'y a pas Zane Gonzalez qui est dans l'équipe aussi l'ancien Lakers. Il est blessé encore plus gravement et visiblement, il serait pas prêt en week 1, quoi qu'il arrive. Ouais, je crois qu'il a été il est placé sur la liste des joueurs qui ne sont pas prêts à la physically unable to perform list. Donc ça veut Limite, dire on que dans pourrait- tous les cas, il pourra pas jouer les 4 premiers matchs de la saison. Limite, on pourrait voir Effectivement, il essaie- au début, et puis si ça va pas du tout, quand Zane Gonzalez revient de blessure, le faire jouer lui, quoi. Ou l'essayer au moins. Mais je confirme que Zane Gonzalez est bien sur la injured reserve et il est pas dans les 53 à l'heure où on se parle. Question suivante, une question de Mishko. Je vais la poser à Olivier. J'aimerais un vrai avis sur la fin de l'histoire avec Trey Lance. Est-ce que tu l'aurais gardé? Est-ce que tu l'aurais tradé? Et quelles sont nos réelles chances pour 2023? Est-ce qu'on peut réellement espérer jouer un Super Bowl avec Brock Purdy? Alors, très honnêtement, est-ce qu'on peut jouer, je vais que faire dans l'autre ordre, est-ce qu'on peut jouer un Super Bowl avec Brock Purdy? Oui. Parce que comme l'a expliqué Kevin, en long, en large et en travers, c'était le meilleur quarterback sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Alors, on a beau nous dire qu'il avait les Avengers avec lui, il a quand même réussi à driver tous les Avengers. Donc, partant de là, et quand on l'a vu jouer le peu de drive qu'il a eu à jouer en pré-saison, on a retrouvé le Brock Purdy. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Trey Lance, on en a parlé vite fait en début d'émission. On n'a pas le temps d'attendre à San Francisco. Il aurait la même blessure avec les mêmes choix de draft dans une équipe moyennasse ou en reconstruction, c'était pas gênant, comme les Commanders ou les Panthers, des équipes comme ça, pourquoi pas. Mais nous, à San Francisco, on n'a pas le temps. Et donc après, la compensation qu'on a, c'est un 4e tour. C'est un 4e tour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Un 4e tour pour un mec qui a quasiment pas joué, c'est tout ce qu'on pouvait en tirer à ce moment-là. Donc, je pense que oui, on a de quoi faire cette année. On a une équipe qui, sur le papier, est monstrueuse. J'ai
pas vraiment d'inquiétude pour aller cette fois au Super Bowl, parce que on ne dit jamais 200 pour la finale de conférence, mais ce coup-ci, on la gagne. Loïc, une question pour toi encore de Mishko. Si les Niners échouent encore en playoff cette année, est-ce que Kyle Shanahan sera menacé? Pour moi, non. Parce que c'est Shanahan qui a construit cette équipe depuis plusieurs années et qu'il faut lui laisser l'équipe qu'il a construite et qui est sur le point de pouvoir gagner. Donc pourquoi aller déstabiliser un groupe alors qu'il y a tout ce qu'il faut? Non, pour moi, il faut garder l'architecte de cette équipe jusqu'au bout. Et si on gagne jamais, ce sera à mettre sur le dos de Shanahan. Mais non, pour moi, Shanahan est indéboulonnable pour encore quelques années. Kevin, une autre question. Avec notre malchance niveau blessure, est-ce que Brandon Allen comme quarterback 3, ça te rassure? Absolument pas. Je l'ai un peu observé en pré-saison, on va le dire, c'est catastrophique. Je comprends pas ce qu'il fait dans le roster, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Donc j'espère juste qu'on le verra pas jouer parce que c'est une cata. Quand je vois un Bailey Zappi par exemple qui est sur le marché, je souhaite qu'une chose, c'est qu'on aille le chercher et qu'on se débarrasse de Brandon Allen. Olivier, des nouvelles de la prolongation de Nick Bosa? Non, mais tous les jours, quand il y a le hashtag PayBosa, je like tous les jours. On est d'accord là-dessus. Plus je peux pas. Et juste, je me permettrai de revenir sur Shanahan. Il faudrait qu'on soit des fous furieux pour le laisser partir. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux que Kyle Shanahan pour San Francisco à l'heure actuelle? Voilà, donnez-moi une liste. Demeco Ryans. C'est mort. C'est trop tard. C'est trop tard. Merde. Voilà, mais donnez-moi une liste de potentiels successeurs à Shanahan qui permettraient de réellement faire upgrader l'équipe. Cliff Kingsbury. Ouais. Jeff Fisher. Marbeau. Non, voilà, Matt mais Rule. en sérieux. Donc c'était pour compléter ce que disait Loïc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a de mieux que Kyle Shanahan a proposé à San Francisco? Et même en NFL, il n'y a pas grand monde meilleur que lui, quoi. Donc il faut quand même être réaliste. On a quand même l'un des meilleurs coachs de la NFL et son duo avec Lynch fonctionne de façon plus que cohérente. Loïc, quelle est selon toi la hiérarchie des receveurs derrière Debo et Ayuk? Qui sera le 3, qui sera le 4? Pour commencer la saison, c'est sûr que c'est Ja'Wuan Jennings, le 3, parce qu'il a prouvé la saison passée. Et je dirais Ronnie Bell en 4, et on verra ce qu'on peut avoir de notre rookie. Ce qui peut devenir receveur 3, pour moi, c'est pas du tout à exclure. Donc, je dirais Jennings 3 et Bell 4, mais c'est totalement fluctuant. Et je sais pas qui est derrière, par contre. On va voir ça juste après. Et pour terminer, la dernière question, je vais la prendre pour moi du coup. Qui sera notre edge numéro 2 derrière Nick Bosa? Donc en gros, petit pronostic, qui prendra le plus de répétitions? Moi, je vois bien Drake Jackson dans l'idée de développer un jeune sur une position. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Absolument. 100%. Absolument. J'espère que tu as raison. Loïc, il a quand même dit que Léline Ferrell a 10. C'est ça. Moi je sais pas, je le sens bien que Lane Ferren, mais j'espère totalement que vous avez raison, parce que Drake Jackson, c'est un jeune prometteur, donc on verra. Mais le fait qu'il ait perdu en importance sur qu'il ait joué de moins en moins de reps la saison passée m'inquiète un peu. Donc on verra il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour la suite de sa carrière non plus, hein, mais je veux dire, ne me rend pas extrêmement optimiste. Donc j'espère totalement que vous avez raison, mais je suis quand même parti sur Clément Ferrell en Defensive End 2 si c'est mon pronostic, quoi. Ok, et pour terminer, pour rien vous cacher, on enregistre le mercredi soir 29, juste après l'annonce officielle des 53, et j'ai les 53 sous les yeux. Bon, il y a certains postes, il n'y a pas trop de surprises, on va les lire ensemble. Quarterback, ils sont 3, Brock Purdy, Sam Darnold, Brandon Allen. Commentaire peut-être, pas de surprise. Pas de surprise. Au poste de coureur, running back / fullback, ils sont 5. Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Tyrion Davis-Price, Jordan Mason, Kyle Juszczyk, comme on l'avait annoncé. Les receveurs sont 6. Debo Samuel, Brandon Ayuk, Ja'Wuan Jennings, Ray McCloud, Danny Gray et Ronnie Bell. Donc pas de Chris Conley, pas de Willis Snead. Un peu surpris de Danny Gray à la place de Willis Snead, ce que j'aurais fait moi, mais ils avaient peut-être peur de se le faire voler avant de pouvoir le mettre sur le practice squad. Peut-être la raison. Tight end, George Kittle, Bryden Willis, Charlie Warner et Monsieur Ross Dwelly, qui est dans les 53. Sans surprise. Sans surprise, belle pré-saison de Ross Dwelly. Moi, Bryden Willis, je vois à peine qui c'est. Hein.
Alors que Brandon Willis, Fumagalli, c'est notre, j'ai regardé qu'un match de pré-saison que je l'avais alors, trouvé ouais, mais- bon. Brandon mais Willis, c'est pour c'est un tight end rookie qu'on a drafté au 6e ou au 7e tour, qui Ouais. a un profil, c'est un pur bloqueur, un vrai bon gros bloqueur bien nasty. Special teamer aussi, sûrement. Special J'imagine teamer encore également. plus special teamer actuellement que Et bloqueur. gros bloqueur et avec quand même des vraies bonnes mains. Meilleur marqueur de touchdown de l'université d'Oklahoma l'année dernière. Pour un pur bloqueur, c'est quand même pas mal. Pas mal. Notre ligne offensive. Ils sont 9. Trent Williams, Aaron Banks, Jack Brendel, Spencer Burford, Colton McKinney, ça, il n'y a pas de surprise. Jalen Moore, John Feliciano, Matt Prior et Nick Zakelj. Donc pas de Jason Poe, à ma grande tristesse. Et pas de Ilm Manning. Je suis très surpris par rapport à sa pré-saison de très grande qualité. Ouais, je pense qu'il partait peut-être de trop loin, il Manning. C'est quel poste, Manning? C'est un centre, je crois. Centre garde. Ouais. Et il jouait plus garde en pré-saison, puis c'est plus vers là qui s'orientait dans l'effectif, mais peut-être en practice squad. La ligne défensive, ils sont 8 également. Javon Kinlaw, Drake Jackson, Arik Armstead, Javon Hargrave, Clelin Ferrell, Kevin Givens, Robert Bill et Kalia Davis. Ça, c'est la grosse information. Nick Bosa ne fait pas partie de la liste des 53 aujourd'hui. Il n'a pas été coupé, mais il ne fait pas partie de la première liste des 53. Parce qu'on attend qu'il prolonge. Parce qu'on attend qu'il prolonge, mais c'est quand même... Parce que sinon, tu vas faire peur à tout le monde. C'est ça, mais c'est quand même plutôt une surprise de ne pas avoir Bosa dans la première liste quand même. Ouais, et une inquiétude d'ailleurs. Et une inquiétude d'ailleurs, parce que ça reste quand même notre meilleur défenseur. Au moment où on Ça- s'enregistre, on est à quoi? On est à 11 jours du premier match, donc il y a des chances qu'il ne soit pas là contre les Steelers, quoi. Ça confirme l'intervention hier c'est Yann Rapoport, je pense, qui parlait de ça, qui disait que les infos qu'il avait montraient que Nick Bosa n'était pas vraiment proche de signer en ce moment. Que oui, il y avait bon espoir qu'il signe de toute façon, mais qu'actuellement, il n'y avait aucun signe qui montrait que Nick Bosa avait le stylo en main pour signer dans les prochaines heures ou les prochains jours. Que ça le confirme. Le poste suivant, c'est le poste de linebacker. Ils sont 6. Fred Warner, Dre Greenlaw, Oren Burks, Demetrius Flanagan-Falls, Dee Winters et Jalen Graham. Pas de Marcelino McCarry-Ball, contrairement à ce qu'on avait tous annoncé. Je suis très très déçu. Et par contre, Jalen Graham qui fait tout un gros impact avec son 7e tour. C'est Jalen impressionnant. Graham qui fait un gros impact, mais qui a fait une très très belle pré-saison également. Ouais, mais Moi, c'est impressionnant. Je le voyais peut-être pas si fort que ça. Je l'ai trouvé très intéressant durant la pré-saison tout de même. Donc à l'arrivée, Oren Burks est censé être notre titulaire. Alors, titulaire, oui et non, dans le sens où notre système, c'est plus une 42 avec 2 linebackers. Ouais. Mais si on a 3 linebackers, normalement, ça serait Oren Burks pour commencer. Titulaire strong side s'il y en a besoin, mais sinon... C'est ça. On en a un petit peu parlé dans l'émission précédente. Je pense que c'est quand même le temps que Dee Winters, notamment, prenne la place. Et c'est également une nouvelle marque de confiance pour Demetrius Flanagan-Falls qui continue à être là tout le temps. Ah oui. Il est cornerback. Présent. Exactement. Cornerback, ils ne sont que 5. Charvarius Ward, Samuel Womack, Deomodore Lenoir, Ambry Thomas et Isaiah Oliver. Pas de Deshaun Jamison, contrairement à la giga hype qu'on nous annonçait tous pendant la pré-saison. Rien de surprenant finalement. Peut-être surpris du petit nombre, seulement 5. C'est ça, 5 c'est très peu, vu le nombre de blessures qu'on a chaque année à ce poste. Oui, mais on a Darrell Luther qui est sur la liste des blessés, qui devrait vraisemblablement rejoindre l'effectif dès que sa blessure est rétablie. Safety, pas de surprise, on l'avait annoncé, peut-être le poste le plus facile, ils sont 4. Ufanga, Tashon Gibson, George Odum, J.R. Brown, pas de surprise là-dessus. Et les spécialistes non plus, Jake Moody, Mitch Wisnowski et Taybor Pepper. Une réaction peut-être sur l'ensemble sur cette liste, Olivier ? Il y a, comme vous disiez, il y a pas beaucoup de corners. On a 6 linebackers, ça fait un peu beaucoup, je trouve. L'absence de Bosa qui peut, en espérant que ça va se rétablir. Et je suis assez surpris aussi de voir Danny Gray. Réré, on sait qu'il va revenir parce que c'est Réré Forever, mais Danny Gray qui a rien prouvé l'année dernière. Sinon pour le reste, on a des joueurs qui sont blessés d'après ce que j'ai compris, comme Cameron Latou qui devrait... Exactement, on a 5 joueurs qui sont placés en liste des blessés. On a Darrell Luther, on a Zane Gonzalez, on a le safety Taylor Hawkins, on a Cameron Latou et le cornerback AJ Parker. Ouais, donc il y a ce roster de toute façon on sait très bien que ça va encore bouger dans la saison. Ça bouge chaque semaine quasiment un roster au final. Voilà. Après, je sais pas si moi ce que j'ai sous les yeux,
et les depths, elles sont correctes. On me mettrait Jordan Mason, quatrième coureur, ça me va pas du tout. Non, je pense pas que ça soit forcément très Il sera bon. numéro 2. Oui, tout le monde est conscient qu'il sera numéro 2, au pire numéro 3 les jours où Elijah Mitchell est là. C'est-à-dire quasiment jamais. Non, voilà. Mais probablement oui, à la semaine 1 en tout cas, parce que Elijah Mitchell a été officiellement hier dit qu'il était complètement remis de sa blessure et qu'il était de retour à 100%. Oui, ils vont l'envoyer au bois et après s'être tapé la défense des Steelers, il sera qu'à 11%. Parmi les noms importants quand même qui ont été coupés, Austin Bryant, Chris Conley, Troy Fumagalli, Kerry Hyder, T.Y. McGill qui a été coupé, Willie Snead qui a été coupé. Voilà, parmi les noms principaux. Dawson Jamison, on en a un petit peu parlé, Marcelino McCrary-Ball, Jason Poe, Curtis Robinson, parmi les principaux non coupés. Le reste, c'est moins surprenant, mais c'est des mecs qu'on aurait pu penser dans la liste, notamment T.Y. McGill et Kerry Hyder, qu'on avait quasiment tous mis dans notre liste des 53. D'autant que Kerry Hyder avait été prolongé à l'intersaison, on lui avait quand même donné un vrai contrat, donc c'est un peu surprenant, mais il a dû se faire doubler par certains jeunes joueurs. Tant mieux, hein, c'est peut-être une bonne nouvelle, ça veut dire que Robert Bill a montré des bonnes choses. Robert Bill, et on l'a passé vite fait, mais Kalia Davis aussi. Kalia Davis, le defensive tackle dont on n'attendait pas grand-chose et qui finalement fait la liste, c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle quand même. Qu'ils prennent Kalia Davis plutôt que T.Y. McGill, vu les bonnes performances de T.Y. McGill. S'ils considèrent qu'il est devant, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. C'est un pur nose Kalia Davis, je crois. C'est un vrai... Alors, c'est pas un pur nose, c'est un pur... Entre nose et defensive tackle, mais c'est un beau bébé, c'est un gros bonhomme, ouais. Qui va être intéressant contre le jeu de course. Puis c'est rassurant de voir que ce joueur-là, qui a été pris par Demeco Ryans en soi, plaise aussi au nouveau coordinateur défensif. Il n'y a pas d'histoire de chouchou du gars qui l'a sélectionné, qui comptait sur lui. C'est vraiment, il a convaincu son coach qui ne l'avait pas recruté au départ. Donc c'est vraiment intéressant. Après, je pense qu'il y a un truc qu'on peut pas forcément... Oui, tu as raison, il a été sélectionné par Demeco Ryans. Après, je pense que c'est aussi une des qualités de Steve Wilkes, c'est que je pense pas que Steve Wilkes, c'est ça, il regarde le joueur, il a été convaincu et il n'y a pas de chouchouterie, mais je pense pas qu'il ait cette idée il a été sélectionné par un autre. Je pense que Steve Wilkes, c'est un vieux de la vieille de la ligue. Lui, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu vas te faire cuire le cul. C'est ça que je voulais dire, il n'avait pas d'a priori positif ou négatif sur le joueur, il l'a pris parce qu'il est bon. Il n'y a pas de j'ai sélectionné ce gars-là, je compte sur lui, je sais de quoi il est capable. C'est non, j'ai vu un bon joueur, je le prends. C'est ça. Moi, si je peux rajouter un truc, ce serait juste peut-être une inquiétude en receveur. On a que 4 gars, puisque Danny Gray et Ray McLeod sont blessés, sauf erreur de ma part. Exactement. Rere et Danny sont blessés. Je sais pas exactement pour combien de temps, je sais pas exactement. Danny Gray, je pense qu'il sera pas de retour pour le premier match. Rere McLeod, j'ai pas trop de nouvelles là-dessus. Ray McLeod, c'était au moins 4 semaines, les 4 premières semaines d'absence de la saison, alors que Danny Gray, c'est week to week, donc ça veut dire qu'il peut être présent d'une semaine à l'autre. On sait pas. Ok, mais du coup 4, oui, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Après, est-ce qu'on a vraiment fait jouer plus de 4 mecs par match la saison dernière? Pas forcément. Danny Gray jouait pas. Le 6e, que ça soit, ça tourne un petit peu entre Willie Snead, entre Tay Martin, je crois qu'il s'appelait, ou un truc dans le genre. Ça tournait pas mal entre ces mecs-là, ils rentraient quasiment pas. Donc au final, je pense qu'à 4, tu peux largement faire un match. Et ça va donner aussi l'occasion, l'absence de McLeod et Danny Gray va donner l'occasion à Ronnie Bell, on en parlait, de se montrer sur la plus grande scène. Et puis George Kittle est quasiment un receveur supplémentaire aussi, donc ça laisse encore moins de place. Également. Et McCaffrey aussi, donc on en manquera pas. Il ne faut pas parler de receveurs purs chez nous ou comme de coureurs purs, parce qu'on sait très bien que ça peut énormément bouger, quoi. Et puis s'il faut, si on est en difficulté, on mettra la cape de Superman à Kyle Juszczyk comme on fait à chaque fois qu'on a une difficulté, et puis on s'en sortira très bien. Kyle Juszczyk MVP, j'en rêve. je le mettrai pas dans mes hot takes parce que ça n'arrivera jamais, mais putain. Il sera sûrement MVP des fullbacks, comme chaque année. Ah bah il sera pro bowler avec 100% des voix, hein, ça on le sait encore, c'est même pas une hot take à ce niveau-là. Il y a qui d'autre? C'est ça la vraie question. Désolé. Ouais, bah c'est parfait, merci de nous avoir suivis pour ce 43e épisode du Facebook Podcast. Prochain épisode, le 44e, on sera vraiment dans le dur. Le prochain épisode, c'est la preview de notre premier match contre les Steelers. On aura le temps un petit peu d'analyser tous les 53, la tête reposée, et on arrivera en pleine forme pour parler du match contre les Steelers. Déter, prêt à regarder du football, prêt à regarder les 49ers lancer enfin leur saison. On sera lancé, on sera bien, et on va aller chercher... On va le chercher ou pas, les gars, Super Bowl cette année, hein? D'ailleurs, on n'a pas dit. On gagne le Super Bowl ou pas cette année? Bien sûr que oui, de quoi tu parles? Olivier?
Ah, mais Ouais. bien sûr, cette année, ça va. Ça devrait, si les planètes s'alignent, ça devrait le faire. Mais oui, c'est la bonne. Parce que de notre vivant de fan, en tout cas, il n'y a que Olivier qui nous a vu gagner un Super Bowl. Je veux dire, Kevin et Gonzague étaient vivants, mais je pense pas que vous étiez fan des 49ers à cette époque-là. Moi, non. Gonzague, je pense pas. J'ai eu la chance de les voir 2 fois au Super Bowl, Oui, moi aussi. mais ça s'est moi toujours aussi. mal fini. Ouais. Donc, c'est vous les chats noirs, quoi. Ouais, si on veut, si on veut. Voilà. C'est aussi Kyle Williams qui laisse le ballon frotter son tibia contre les Giants en finale de conférence en 2011. Ça aussi, c'est un beau chat noir. Ouais, c'est aussi l'appel de jeu contre les Ravens où on s'est dit qu'on avait 5 yards et qu'on allait tenter une passe de merde alors que Frank Gore aurait pu tout éclater sur son passage. Putain de coupure d'électricité dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans. Bref. Bref, merci de nous avoir suivis pour ce 43e épisode. On vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à la prochaine. Go Niners! Go Niners, ciao, ciao. Niners. Ciao, ciao. Come on.